Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end sur Africa 24. Voici les titres de votre journal. Élection présidentielle ce 22 février au Togo. Les bureaux de vote ouverts depuis 7 heures, heure locale, attendent près de 3,6 millions d'électeurs aux urnes. 7 candidats en lice, dont le président sortant, Faure Gnassingbé, qui brigue un 4e mandat. Un an de révolte, un an d'anniversaire pour le mouvement du Irak. Le vendredi 22 février 2019, les Algériens et les Algériennes sont sortis dans les rues de leur pays pour demander un changement politique majeur en Algérie. Aujourd'hui, le bras de fer continue entre les manifestants et le pouvoir. Et enfin, un rapport de l'agence américaine Moody's publié récemment alarme sur la situation de la dette publique de 8 pays africains. Une dette publique qui se creuse de plus en plus face aux coûts économiques et sociaux de ces États jugés importants. Mais tout d'abord, ouverture des bureaux de vote au Togo pour cette élection présidentielle très attendue dans le pays. Environ 3 600 000 Togolais sont attendus aux urnes dans 9 389 différents bureaux de vote pour élire leur président. 7 candidats sont en lice, parmi eux le président Faure Gnassingbé qui brigue un 4e mandat à la tête du pays face à une opposition encore très divisée. Sur tout un territoire, il y a eu quelques incidents mineurs, mais globalement les choses se passent bien, il y a une bonne affluence et ça se déroule dans le calme. J'ai été soutenu par mes militants, par les membres de mon parti et les sympathisants et d'autres qui ont bien voulu assister à nos meetings, nous écouter. J'ai vu la réponse qu'ils ont apportée aux propositions que j'ai faites, donc je suis plutôt confiant. Toujours dans l'actualité, le Soudan du Sud pourrait avoir un gouvernement d'union nationale dans les prochaines heures. Ce samedi 22 février, le président Salva Kiir a nommé ce vendredi 21 février son rival, le chef rebelle Riek Machar, vice-président. Une nomination prévue par l'accord de paix signé par les deux hommes en septembre 2018 afin de mettre fin à plus de 6 ans de guerre civile dans le pays. Ce 22 février, avant la date butoir pour la constitution du gouvernement, Riek Machar devrait donc prêter serment dans la journée, une cérémonie qui sera suivie par la nomination du gouvernement, des gouverneurs ainsi que des administrateurs. Des centaines de milliers d'Algériens et d'Algériennes rassemblés dans les rues de leur pays. Il y a un an, cette image était encore impensable pour bon nombre d'Algériens. Le vendredi 22 février 2019 est né le mouvement du Irak, un mouvement qui a rassemblé depuis chaque vendredi les plus grandes manifestations depuis l'indépendance de l'Algérie. Le bras de fer continue aujourd'hui entre le pouvoir et la rue qui demande un changement du système qu'elle n'a pas encore obtenu. Les prochains mois seront donc décisifs. Une analyse d'Aïssatou Bari. Il y a un an, le vendredi 22 février 2019, surgissait le Irak, mouvement de protestation populaire vent debout contre la volonté annoncée du président Bouteflika de briguer un 5e mandat. Un an après, le mouvement ne faiblit pas, malgré les tentatives du président Abdelmadjid Tebboune de décrisper la situation. La journée du 22 février a d'ailleurs été décrétée journée nationale. L'initiative du président de faire du 22 février une journée nationale à célébrer et quelque part une reconnaissance de l'apport de ce mouvement, mais aussi de l'espoir ou du désir profond du président de voir la société se mobiliser à ses côtés. Malgré la chute de l'ancien président Bouteflika, les contestataires exigent le départ de tout le système. Élu en décembre 2019, le président Abdelmadjid Tebboune est cependant lui aussi un produit de ce même système. Aujourd'hui, les choses n'ont pas beaucoup évolué. Ce président, même mal élu, il est là. Il faudra travailler avec lui. Parce qu'aujourd'hui, normalement, le mouvement populaire devrait utilisé à son avantage. Malheureusement, le mouvement, tout le monde le sait de toute façon, ne parle pas d'une même voix, est traversé par des contradictions, par des divergences. Selon le Comité national pour la libération des détenus, près de 140 personnes poursuivies dans le cadre du mouvement de protestation se trouvent encore en détention provisoire à ce jour.
Leur libération a été au centre des revendications du 53e vendredi de mobilisation qui marque le premier anniversaire du Irak. Dans le reste de l'actualité, une possible réouverture de la frontière entre le Rwanda et l'Ouganda, une annonce faite durant une rencontre qui s'est tenue ce vendredi 21 février entre les chefs de l'État Paul Kagame et Yoweri Museveni, une rencontre au poste frontière de Gatuna et sous la médiation du président congolais Félix Tshisekedi et le président angolais Joao Lourenço. Cette entrevue avait pour but une nouvelle fois d'apaiser les tensions entre les deux pays voisins. Au terme de 4 heures de discussion à huis clos, les chefs d'État se sont mis d'accord sur un communiqué final. Un communiqué qui stipule que l'Ouganda a 30 jours pour enquêter sur la présence des forces hostiles au gouvernement du président rwandais Paul Kagame sur son territoire. Le rapport de Moody's Investors Service alerte sur la situation de la dette publique de 8 États d'Afrique de l'Ouest, tous membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Selon l'organe des statistiques, la situation est jugée inquiétante. Ce rapport annonce que la dette a quasiment doublé en 10 ans dans ces 8 pays. En marge de la dette publique, les coûts économiques et sociaux au sein de ces États restent importants, ce qui engendre un plus grand déficit. Un sujet de Philomène Tine. Le fardeau de la dette publique a considérablement augmenté dans tous les pays de la communauté économique et des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, selon l'agence de notation Moody's. Environ 56% du produit intérieur brut, soit le double de la moyenne de 2010, est le chiffre inquiétant de l'encours de la dette publique de 8 États d'Afrique de l'Ouest, tous membres de la CEDEAO. La CEDEAO a connu une croissance économique qui table aux alentours de 4% en moyenne pour l'année 2019. Les déterminants essentiels de ce fonds d'endettement sont à 2 niveaux. Vous avez les besoins infrastructurels, notamment dans les pays côtiers. La deuxième raison, c'est les pays du Sahel, essentiellement qui sont des pays qui constituent carrément 40% de l'effectif des États membres de la CEDEAO. Ces États ont été confrontés à des tensions sécuritaires. Cet encours de la dette publique pourrait être insoutenable pour certains pays si la dynamique d'endettement est défavorable et la capacité de financement et la gestion de la dette faible. Néanmoins, des pays tels que le Sénégal et la Côte d'Ivoire affichent des performances en termes de gestion financière. Le fonds d'endettement de ces États peut amener alors à notamment renégocier les échéances par rapport à l'agenda monétaire que l'espace ouest-africain a décidé alors d'engager depuis quelques années. Il faut véritablement rationaliser la politique de l'endettement de ces pays de l'espace CEDEAO. Donc il faut notamment revoir la commande publique. Il faut mieux négocier les emprunts pour que nous puissions avoir des dettes à long terme avec des taux à taux concessionnaires. Cependant, les ratios dette-produit intérieur brut dans quelques cas dépassent désormais leur niveau d'allègement de la dette antérieure à l'initiative des pays pauvres très endettés. Cette approche adoptée conjointement par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale a été conçue pour assurer qu'aucun pays pauvre n'est confronté à une charge d'endettement insoutenable. L'ONG Tax Justice Network a publié son classement mondial biannuel de l'opacité financière, un classement qui dénonce cette pratique de plus en plus présente sur le continent africain. Les 17 pays africains qui figurent dans ce classement pèsent moins que 0,57% des activités d'opacité financière dans le monde. À la tête du classement, les États-Unis, la Suisse, les Pays-Bas et les Émirats arabes unis. Plus de détails avec Aïssatou Bari. Selon le nouvel indice d'opacité financière publié par Tax Justice Network, l'Afrique continue d'être la victime des pays qui permettent aux riches individus et aux réseaux criminels de cacher et de blanchir de l'argent. Les 17 pays d'Afrique qui figurent dans le classement pèsent pour moins de 0,57% des activités d'opacité financière dans le monde. On se rappelle qu'en 2019, on avait déjà eu le Mauritius Leaks, que l'île Maurice, qui est pourtant classée parmi les pays les moins corrompus d'Afrique, était le pays qui a facilité à la création d'entreprises offshore qui servent à limiter le niveau d'impôts payés par des multinationales. L'analyse au détail de l'indice de secret financier dévoile que sur certains indicateurs de l'indice d'opacité, la région affiche de très mauvaises performances. L'Angola apparaît comme le pays le plus opaque sur le plan financier. Il affiche le score maximal de 100 sur 12 des 20 indicateurs du niveau d'opacité. Mais quand on regarde le classement des pays les plus secrets
et qu'on combine avec l'impact des pratiques secrètes pour l'économie globale, on réalise que l'Algérie est le pays le plus dommageable en matière d'opacité financière, suivi du Kenya qui ambitionne non seulement de devenir une plateforme financière pour l'Afrique de l'Est, mais aussi une plateforme financière tout court pour l'ensemble du continent africain. L'Afrique demeure le continent où on retrouve le plus de pays corrompus, selon l'indice de perception de Transparency International. Les États-Unis, la Suisse, les Pays-Bas ou encore les Émirats arabes unis sont de grands pourvoyeurs de services juridiques et financiers opaques. Un coiffeur mozambicain qui brise les tabous. Kadino Chipanga s'est spécialisé dans la coiffure pour femmes au Mozambique avec comme spécialité les dreadlocks, une coiffure dont les origines remontent à l'Égypte antique mais qui reste encore très controversée en Afrique. À seulement 38 ans, il a su créer sa propre gamme de produits capillaires pour raviver les cheveux naturels des Africaines. Portrait de ce coiffeur original dans ce sujet de Kamesh Katapoulé. Il a décidé de faire de sa passion son métier. Il y a 20 ans, Kadino Chipanga est devenu coiffeur pour femmes, un métier encore tabou au Mozambique. À 38 ans, il a créé sa propre gamme de produits capillaires, des produits naturels concoctés à base de plantes comme l'épine du diable. L'idée était de créer un salon dont l'objectif était de s'occuper des cheveux naturels, à une époque où personne ne s'en souciait plus. Les gens avaient l'habitude d'utiliser de plus en plus de produits chimiques et de cheveux synthétiques. Mais la vraie spécialité de Kadino Chipanga, ce sont les dreadlocks, une coiffure qui tire ses origines dans l'Égypte antique et qui s'est peu à peu développée dans le monde, notamment avec le mouvement Rastafari en Jamaïque. Malgré son expansion, ce style est resté quelque peu controversé pour des raisons culturelles. Avant, quand on voyait une personne avec des dreadlocks, on pensait que c'était étrange et aberrant. Aujourd'hui, les mentalités ont évolué. C'est pourquoi nous pouvons porter des dreadlocks. Avec son entreprise, Kadino Chipanga espère faire rayonner le style des dreadlocks en Afrique, une initiative qui permettrait de dépasser les préjugés. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.